Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bascule. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes et inspirées pour comprendre comment et pourquoi elles sont devenues ce qu'elles sont devenues. En gros, quels ont été leurs points de bascule, mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans leur cerveau et quelles leçons pouvons-nous en tirer afin de nous construire, nous aussi, une vie pleine de sens. Quant à moi, je m'appelle Simon, je suis coach et j'aide les salariés et les dirigeants à avoir un travail au service de leur vie et non une vie au service d'un travail. Trêve de blabla, je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode. Salut Victor, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Victor Ferry. Vous me connaissez peut-être parce que j'ai une chaîne YouTube qui a plutôt bien marché avec plus de 400 000 abonnés. Pour me décrire, je peux dire que je suis un universitaire qui était spécialisé dans la discipline rhétorique et à un moment, je suis devenu entrepreneur. Donc, ça veut dire que j'ai commencé à vendre les outils sur lesquels j'avais travaillé pendant mon parcours académique. Ok, cool. On a un petit peu le même parcours au sens où je fais de l'université aussi avant, mais en philo. Est-ce Mhm. que tu peux peut-être expliquer à nos auditeurs qui connaissent pas forcément ce que c'est la rhétorique? Oui, c'est une discipline et c'est ça qui m'a attiré vers elle. C'est une discipline qui est née en même temps que la démocratie. Donc c'est ça qui était passionnant. Les historiens parlent de miracle grec Ouais. pour désigner cette période. Et on a vraiment eu un passage d'un monde où les institutions étaient magico-religieuses. On se représente plus ça, hein, mais ça existait les oracles. Ça Mhm. existait les pythis. Donc pour prendre des décisions, les gens allaient se référer à des personnes qui étaient censées être en contact avec l'au-delà, avec les dieux. Et donc on nourrissait les décisions de ça. Ou sinon, quand on voulait prendre une décision, on allait voir un chef, un maître. C'était eux qui rendaient la justice, le roi. Et donc ce Mhm. monde a volé en éclats et on est passé dans un monde où on allait maintenant déterminer ce qui est juste, ce qui est utile et ce qui est moral en confrontant les discours et en tranchant la majorité. Et donc, ça voulait dire que tout le monde devait être capable à cette époque de bien parler en public. Et donc, c'est là que sont apparus les premiers professeurs de rhétorique, à savoir les sophistes, et ils ont développé tout un tas d'outils qui permettaient d'identifier certaines compétences, compétences à structurer un discours, compétences à parler d'une voix claire, parce qu'il faut se rendre compte qu'une assemblée, c'était des centaines, parfois des milliers de personnes, et il faut être capable de les toucher. Comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on met la bonne gamme émotionnelle. Donc toute une belle gamme de compétences qui étaient enseignées par des professeurs. Et moi, mon travail d'universitaire, ça a été de redécouvrir les outils qui étaient utilisés à l'époque et de les dépoussiérer un petit peu, de les retester Mhm. et de les mettre à jour. C'est, c'est assez fou du coup de se dire qu'avant on remettait un petit peu notre destin parmi pas forcément des illuminés, peut-être qu'ils avaient peut-être un feeling, une intuition comme ça. Mhm. Mais ça voudrait dire aussi que d'un point de vue de l'esprit, il y a eu une forme de basculement au sens de non, je peux pas remettre mon destin à travers un oracle ou une pitié ou quoi que ce soit, il faut que je sois propre comment dire, mon propre chef, du coup. C'est aussi une forme de. Par conséquent, du coup, maîtriser la rhétorique, c'est aussi augmenter son autonomie d'une certaine manière. Je pense que c'était ça, mais c'est très difficile en fait de se mettre dans l'esprit des gens de cette époque. On a l'impression que quand on regarde l'histoire, on voit des ruptures, mais en Mhm. fait il y a beaucoup enfin il y a des révolutions, mais il y a souvent des espèces de processus de long terme, etc. Ce que je sais, c'est que il n'y avait pas avant, par exemple, le traité d'Aristote. Donc le traité d'Aristote, c'est Mhm. vers 350 avant notre ère. C'est le premier vrai traité qu'il y a sur la Ouais. parole. Et avant, on trouvait des petites choses. Par exemple, en Égypte, il y avait les scribes qui avaient Mhm. développé une réflexion sur la parole, mais c'était plus des choses du type avec un supérieur, on parle comme ça, avec un inférieur, on parle comme ça. Donc, effectivement, il y avait un monde qui était très hiérarchisé, qui était très codifié. Et je pense que les gens ne se souciaient pas de la chose publique et de la Mhm. politique, bah, au-delà de peut-être leur famille, leur groupe d'amis, mais on laissait les décisions aux chefs. Mhm. Généralement, j'imagine que, enfin, la rhétorique a existé avant le traité d'Aristote, et je pense peut-être que justement, elle arrivait suffisamment peut-être à maturation à cette époque-là pour qu'on puisse la théoriser. J'imagine pas, enfin, c'est rarement l'inverse, il n'y a pas un traité de théoriser quelque chose pour que la chose apparaisse. Et qu'est-ce qui a fait, du coup, donc, si on refait un petit peu ton parcours sans faire pour autant ta psychanalyse,
tu as eu toute une carrière de chercheur à l'université, donc tu as fait Ça licence, fait, master, ça veut doctorat. dire doctorat et postdoc. Ouais, J'ai fait 2 postdocs. Ouais. ok. Et qu'est-ce qui a fait, enfin, est-ce que c'est par choix que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ou plutôt par, alors non pas par défaut, mais au sens, il y a, comment tu as compris qu'il n'y avait pas forcément, que c'était ça qui t'ouvrait c'était ça ta voie, du coup. Ouais. C'est un peu les deux, hein, mais je pense que ce qui était très important pour moi, c'est d'échapper à l'arbitraire. Ouais. Parce qu'on se représente souvent en fait l'entrepreneuriat comme quelque chose de risqué. Mhm. En fait, je pense tout le contraire. C'est beaucoup plus risqué d'avoir son parcours et sa carrière qui dépendent de commissions, de gens qui vont voter, des relations qu'on a su nouer, etc. C'est comme ça dans le monde académique pour de bonnes raisons, hein. Mhm. Le monde académique, bah, il y a effectivement des évaluations aveugles pour savoir si on va donner une promotion ou on va donner un poste à quelqu'un, mais il y a aussi beaucoup le réseautage Mhm. qui joue. Donc il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour déterminer si on va pouvoir continuer à avancer. Et moi, j'aime bien avoir ce sentiment que mon travail va être récompensé. En Mhm. fait, ce qui est triste dans le parcours académique, c'est quand on fait son doctorat, on peut le faire à fond, donc se dire je publie un maximum, j'écris mon livre, je le publie chez un bon éditeur, etc. Je donne un max de conférences, et après, il y a une sanction qu'on ne contrôle pas. Quand Mhm. on est dans l'entrepreneuriat, on peut, enfin voilà, il y a une corrélation entre le travail qu'on fournit et les revenus qui rentrent. Mhm. Et donc, au début de mon parcours dans l'entrepreneuriat, je gagnais rien parce que j'avais une petite audience, mais en fait, il y a un tel plaisir de se dire les efforts que je vais faire vont être récompensés. Et s'ils sont pas suffisamment récompensés, c'est de ma faute. Mhm. C'est ma responsabilité. Ça veut dire que je dois changer des choses, réinventer, corriger certaines choses, mais ça dépend de moi. Et donc, Ouais. c'est un immense plaisir, en fait, de passer de ça dépend de moi à ça dépend des autres. Et puis, à intervalles réguliers, il va y avoir une sanction qui vont nous dire soit t'avances pas. Mhm. Donc, c'était par nécessité, dans le sens où j'allais devenir papa Ouais. et que on m'a dit vous avez un très bon dossier, mais vous allez retenter l'année prochaine. Donc, Mhm. moi, j'avais besoin de faire rentrer de l'argent, mais j'aurais pu faire des choses du type me mettre au chômage et refaire un dossier académique, etc. Et donc, ce qui a vraiment été déterminant, c'est le choix de ne plus jamais avoir à dépendre de l'arbitraire. Mhm. Tu n'as fait le choix du coup de ne plus dépendre d'un oracle ou d'une pitié pour savoir Mm. si tu allais réussir ou pas. Mais effectivement, il y a ce côté-là dans l'entrepreneuriat où, enfin, en tout cas, peut-être à notre époque, je ne dis pas dans le début 1900, peut-être que c'était un peu plus risqué d'être dans l'entrepreneuriat, mais à notre époque, c'est beaucoup plus risqué presque le salariat au sens où, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas te mettre à la porte déjà. Mhm. Et c'est vraiment, je trouve, le seul moyen, en tout cas, où le reflet de ce que tu es est le reflet de tes résultats. Il y a Mhm. vraiment presque, je ne vais pas dire une causalité, mais dans l'entrepreneuriat, tout ce qui est le fait d'être confronté à ce qu'on appelle les croyances, les fameuses croyances limitantes, les valeurs ou quoi que ce soit, t'avances beaucoup plus vite, je trouve, dans la vie. Est-ce que tu as eu ce sentiment aussi? Est-ce que c'est. Il y a des moments, j'ai l'impression que ça s'accélère Mhm. et des moments où ça ralentit beaucoup. Et je trouve que les deux phases sont intéressantes. Les phases où le business s'accélère et où on voit que, en fait, il n'y a pas tellement une équivalence entre les résultats et l'effort parce qu'à un moment, quand on peut mettre en place des systèmes qui font que on a des résultats qui sont absolument immenses alors qu'on n'augmente pas Mhm. de charge de travail. Ouais. Donc, il y a des phénomènes comme ça qui sont tout à fait stimulants. Et puis, il y a d'autres moments où ça rame plus, Mhm. où c'est plus difficile. Et le fait d'être capable, dans ces moments qui sont plus difficiles, de se dire, mais en fait, c'est là que j'apprends. C'est là que je me Mhm. renforce, c'est là que je progresse ça permet d'encaisser ça. Donc, il y a des moments, j'ai vraiment des sentiments d'accélération. Euh, il y a aussi le sentiment que je pense qu'on devient vraiment adulte aussi quand on devient responsable Mhm. et responsable de nos revenus. Le fait qu'il n'y a plus ce côté infantilisant du patron, de la structure au-dessus, etc. Donc, ouais, il y a eu peut-être ce phénomène aussi, se sentir, ouais, avoir sa force qui est décuplée.
mais il faut aussi être capable d'apprendre à encaisser les moments où c'est plus lent. Ouais. C'est tout à fait vrai. Et surtout, il n'y a pas forcément comme tu dis, de charge de travail qui est corrélée du coup au résultat. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a aussi une part de l'état d'esprit dans lequel on peut être. Ou autant, tu vois, un salarié qui a des moments, des coups de mousse qui arrivent, euh, il va pas forcément avoir un plus grand résultat du coup, à la fin Mhm. du mois ou au début du mois, selon où il est payé. Alors que dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment ce côté où prendre soin de soi fait Mhm. partie en fait du travail, je trouve. Ah, ça, j'en suis de plus en plus convaincu. Et j'ai mis longtemps en fait Mm. à considérer que c'était un sujet. Parce que pour moi, c'était développement personnel, machin truc, et Ouais. ça, c'est pas des choses auxquelles j'étais sensible. Et en fait, oui, quand tu vas au boulot en tant que salarié avec et que t'es pas content, que t'as pas envie de travailler, etc. La machine avance toute seule en fait. Mhm. Il y a suffisamment d'inertie dans l'entreprise pour que ça soit pas, et on peut peut-être se planquer pendant 2, 3 jours ou quoi. Quand on est entrepreneur, ça s'arrête quoi. Mm. Si on n'est pas capable de mettre le bon niveau tous les jours, donc il faut effectivement faire très attention à ça. Et il y a plein de choses en fait. On peut être miné par l'actualité. Mhm. On peut commencer à avoir le réflexe de regarder ce qui se passe dans le monde et se dire, ouais, à quoi bon, etc. Il faut faire très attention à ça. Faire Mhm. très attention à son état d'esprit, avoir toujours un état d'esprit positif, optimiste, pour pouvoir abattre le travail chaque jour. Donc effectivement, tu as, tout à fait raison. Il Mhm. faut, prendre soin de soi, c'est une grosse partie du Mhm. boulot. Mais pareil, je croyais pas vraiment au tout ce truc de mindset ou quoi que ce soit, parce que vu que je viens de la philo, j'aimais pas, j'ai très longtemps détesté le développement personnel. Où je disais, ouais, mais de toute façon, c'est de la merde, c'est du bullshit, il suffit pas de penser positivement pour que ce soit positif. Et finalement, il y a une part de vérité, c'est presque, je vais pas dire triste, mais il y a un côté un peu genre bordel de merde, ils avaient raison. Euh, Mhm. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu des moments d'épiphanie où tu dis, par exemple, que tu as découvert un nouveau format ou quand tu veux tester quelque chose, tu te dis, putain, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Euh, ce qui se passe en fait, c'est que ça m'arrive ouais, de me dire, tu aurais dû tenter ça plus tôt. Et j'essaie d'être très attentif à ça, au fait qu'effectivement, il y a un moment où on fait quelque chose, on se dit ça marche, c'est incroyable, j'aurais dû m'y mettre avant. Et j'essaie donc très régulièrement de me demander, est-ce que là, t'es pas en train de te retenir de faire des choses pour de mauvaises raisons? Mhm, Est-ce que là, t'es pas en train de te dire, ouais, c'est trop risqué de faire ça? Et donc, j'essaie un maximum de raccourcir le temps entre le moment où je commence à réfléchir à quelque chose qui pourrait être intéressant et le moment où j'exécute. mhm, J'essaie vraiment de raccourcir ce temps au maximum parce que oui, ça m'est arrivé quelques fois de lancer un format et de me dire, mais ouais, en fait, ça faisait longtemps que tu aurais dû commencer à faire ça, que t'aurais dû tester cette voie-là. Donc, j'essaie d'être attentif à ça. Assez régulièrement, je me demande, mais là, est-ce que tu te retiens pas de faire des choses mhm, pour de mauvaises raisons? Par exemple, là, j'ai une chaîne secondaire qui est un atelier de rhétorique. mhm, Donc la chaîne principale, c'est vraiment des vidéos où l'objectif, c'est d'analyser des discours, d'en tirer les outils pour le public. Donc c'est un format qui est scripté et mhm, où le public est un peu passif, en fait. C'est organisé pour que ce soit très digeste. ouais, La deuxième chaîne, c'est plus quelque chose où on travaille. Mon objectif, c'est que les gens viennent et aient envie de faire des exercices, etc. Et cette chaîne secondaire avait une dimension qui était assez littéraire, dans le sens où j'allais faire des exercices de rhétorique classique, mhm, j'allais analyser enfin, j'allais lire des extraits de discours classiques, ce genre de choses. Et c'est très récemment, je me suis dit, mais tu devrais aussi partager ton expérience de créateur de contenu. mhm, Parce que, en fait, quand les gens pensent rhétorique, ils pensent grand discours qui marque l'histoire face à une assemblée, mais en fait, personne ne fait ça. mhm. Plus personne ne fait ça. Même les politiciens qui font des discours, au moment où ils sont en train de faire des discours, ils s'assurent qu'il y ait des morceaux qui soient détachables et consommables sur les réseaux sociaux. Donc, Mhm, il faut arrêter de croire qu'un discours, c'est ça. Les gens qui apprennent la rhétorique doivent se dire, mais non, en fait, j'apprends la rhétorique pour pouvoir créer du contenu sur les réseaux sociaux mhm, parce que c'est là que le public est. Et j'ai mis très longtemps, en fait, à rapprocher les deux.
à assumer que non, former à la rhétorique, c'est pas former les gens à plaider ou à faire des grands discours de chef des armées, etc. C'est former les gens à créer du contenu efficace. Et Mhm. donc, j'ai lancé là très récemment un format sur ma chaîne secondaire où ce que je fais, c'est que je pars d'une publication que j'ai faite sur les réseaux sociaux et j'explique aux gens bah, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait Ok, tel choix ici. Donc, c'est ça l'idée. Et donc, ça, je me retenais de le faire parce que je me disais que c'était pas assez noble par rapport à ce Ok, qu'est la ouais. discipline de rhétorique. Et donc, très régulièrement, il faut se demander, mais est-ce que je me retiens pas de faire des choses parce que j'ai peur de la réaction du public, j'ai peur de l'image que je vais donner, alors que j'ai Mhm. envie de le faire et que je pense que ça Ouais. peut être utile. Mhm. Est-ce que du coup, tu dirais qu'il y a... est-ce que à un moment, tu avais le cul entre plusieurs chaises, au sens, est-ce que je suis professeur, est-ce que je suis, je sais pas, chercheur, est-ce que je suis entrepreneur, qui suis-je? Est-ce que tu t'es déjà posé un peu cette question-là? Qui suis-je? Non. Par contre, j'ai le souci de régulièrement essayer que ce soit cohérent. Ouais. Pour moi, c'est important qu'il y ait une espèce de. J'aime pas trop les cassures, en fait, se dire que je vois toujours d'un œil suspect les gens qui du jour au lendemain disent je suis devenu quelqu'un d'autre ou Mhm. souvent c'est qu'on se voile la face sur une part, donc j'ai quand même un souci de synthèse dans mon parcours. Et Mhm. donc je pense que la ligne directrice c'est quand même le plaisir de créer et de tester, parce que Mhm. en fait c'était ça le deal quand on est chercheur. Quand on est chercheur, t'as de la chance, tu vas être payé. Pourquoi? Pour lire, pour identifier des limites dans ce qui a été déjà pensé, pour faire des tests, pour essayer de dépasser ces limites, et pour écrire et partager les résultats de ça. Et Mhm. donc c'est génial, mais je fais à peu près la même chose parce que je suis tout le temps en train de tester des systèmes, tester des méthodes, les mettre à l'épreuve et partager les résultats, sauf que la source de financement est plus la même. Donc pour moi, c'est ça la ligne directrice. Mhm. T'as vraiment réussi à rester aligné dans un continuum de ton parcours, de l'université vers l'entrepreneuriat, du coup. Ouais, tout à fait. Non, ça c'est cool. Et comment tu décrirais ce que tu fais aujourd'hui? À quoi ça ressemble une de tes journées, par exemple? Donc, il y a des actions qui visent à acquérir du trafic. Donc, on peut le dire. Mhm. Ça, c'est la manière un petit peu factuelle de le dire. Ouais. Mais en fait, moi, j'écris. Mhm. Quand je travaille sur une vidéo, bah, c'est des écrits de temps long où je vais prendre le temps de me documenter, de lire, de, de tester les idées, de les poser sur le papier. Et donc, ça va prendre. En fait, j'essaie de travailler un petit peu tous les jours sur les vidéos que je publie chaque semaine. Donc, ça, c'est une partie de mon travail. Il y a une partie du travail où je vais travailler sur du contenu de formation. Mhm. Euh, donc ça veut dire que je vais essayer de tester des choses ou alors je vais regarder dans les... J'ai une liste de comment, donc Ouais. comment persuader, comment convaincre, comment améliorer son style, etc. Comment vendre, ce genre de choses. Et donc je vais en prendre un et je vais essayer de le casser en des petites actions et ça, c'est le contenu de formation. Donc Mhm. l'objectif, c'est à la fin du mois, soit d'arriver avec une nouvelle formation que j'ai créée, soit de mettre à jour une formation précédente. Mhm. Ça va être des choses que je fais. J'ai du travail pour les clients. Donc, Ouais. soit des clients que j'ai en coaching, qui m'envoient des messages vocaux, qui m'envoient des mails ou des contenus. J'ai du travail pour les gens qui suivent mes formations, parce que Mhm. j'essaie de faire un retour aux gens qui font des activités dans le cadre de mes formations. Et c'est à peu près ça. Ouais, donc ça veut dire du travail de court terme, donc des contenus que je veux publier là maintenant tout de suite, donc des vidéos sans montage, des petits Mhm. billets et des travaux d'un petit peu plus long terme. Donc c'est beaucoup ouais, de l'écriture Mhm. et et sinon de la communication et du travail d'accompagnement et de formation. Ok. Il y a une question que j'aime bien poser justement pour voir un peu ce que mes invités font aujourd'hui. Est-ce que si tu te replonges dans ton enfance, il y a des similarités avec des choses que tu soit faisais déjà, soit que tu voulais faire? Comme s'il y avait la boucle était bouclée. En fait, oui. Quand j'étais enfant, ça c'est plus quand j'étais, je pense, quand j'avais 10 ans ou quelque chose comme ça, le métier que je voulais faire, c'était acteur. Ouais. Ok. C'était ça qui m'intéressait. Et donc là, face caméra, je suis pas.
c'est pas acteur, mais il y a quand même une dimension comme ça. Il y a des fois, il faut essayer de donner le bon ton, la bonne intonation quand on fait des vidéos face caméra. Ça, c'est une des dimensions. L'autre dimension, c'est que j'ai été très attiré par tout ce qui est autour du journalisme. Mhm. Autour du journalisme, autour de, les essais, voilà, ça m'avait touché par exemple les illusions perdues, donc de Mhm. Balzac. Donc Mhm. c'est Lucien qui s'appelle, il me semble, qui veut absolument percer à Paris, avoir ses livres qui sont publiés à Paris. Et il a une vie un petit peu où il doit se battre, mais il est tellement attaché à la littérature qu'il est prêt à encaisser beaucoup de choses. Ça me plaisait en fait, Mhm. l'idée de ce privilège qu'il y a à parvenir à partager et à avancer ses idées. Ça c'est quelque chose, j'ai toujours été proche de ça. C'est toujours quelque chose qui m'a motivé. L'enfance, honnêtement, j'ai du mal à savoir ce que j'avais dans la tête quand j'étais enfant. Ouais. Mais en tout cas, tu as peut-être retrouvé cette forme de sensibilité que tu arrives à mettre un petit peu dans ta vie quotidienne. Tu veux dire quoi par sensibilité? Bah, quand tu décrivais comme enfant, tu avais le métier d'acteur qui te tordait un petit peu les bras et en même temps le côté la sensibilité littéraire qu'on peut avoir, peut-être je sais pas comment on pourrait appeler ça. Tu vois, le fait une forme de sensibilité peut-être que tu essayes de transmettre peut-être dans tes écrits que tu avais Mhm. peut-être déjà étant enfant. Peut-être, mais j'ai du mal vraiment, parce que là, je t'ai parlé plutôt de ado, Ah, mais ok, ouais. enfant avant 10 ans, Ouais. c'est difficile. C'est vrai que Mhm. j'aimais bien qu'on me lise des histoires, j'aimais bien Mhm. la musique classique, mais quand j'étais enfant, je pense que quand même j'ai eu une enfance classique, quoi. Donc ce qu'on a Mhm. à faire, c'est de faire du vélo, des cabanes, Ouais. et donc je fais moins de vélo et moins de cabanes. Mhm. Vélo quand même, et les cabanes, j'en fais moins. Mhm. En fait, à travers cette question, c'est que j'ai cette intuition qu'il y a une forme de continuum dans l'identité. Je crois que c'est Paul Ricoeur qui parle de ça dans Soi-même comme un autre, où il parle de l'ipséité, c'est quelque chose qui ne change pas et par rapport Mhm. à la mêmeté. Et en fait, je pose cette question parce que c'est Paul Ricoeur, on n'a pas de preuve scientifique de ce qu'il avance. Donc il y a vraiment que en se demandant si est-ce qu'effectivement, qu'est-ce qui fait que à notre âge avancé, enfin je sais pas exactement l'âge que tu as, mais on puisse se reconnaître comme étant la même personne en fait que quand on avait 5, 10, 15 ans. Alors, je sais pas si c'est une reconnaissance. Euh, je pense que c'est un accueil en fait, un accueil, une acceptation, parce qu'on a été des gens très différents Mhm. à différentes époques Ouais, carrément. et c'est normal. Et je pense ce qui est intéressant, c'est d'être capable de pas les juger négativement, en fait, Mhm. d'avoir de la compassion pour les différentes personnes qu'on Mhm. a été et essayer peut-être d'accueillir quelque chose de ces différentes personnes. Je me suis rendu compte de ça, c'est que quand j'étais au lycée, j'ai fait L. Et donc, j'avais beaucoup aimé la séquence la séquence de l'apprentissage qu'on avait en cours de littérature consacrée aux surréalistes. Mhm. Donc, on avait dû lire du André Breton, etc. Et ça m'avait beaucoup touché. Et en fait, Mhm. j'en avais pas fait quelque chose après ça. Et après, bah, quand on devient entrepreneur, on commence à regarder un petit peu de haut bah voilà, les délires un peu littéraires, Mhm. un petit peu hippie comme ça qu'on peut avoir quand on est au collège. Et récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait des concepts d'André Breton qui sont très utiles. En fait, il y a des choses autour de la déambulation. Le, le Ok. fait de, le fait de partir dans Paris en se Mhm. rendant disponible. Ouais, Donc, ok. en se rendant disponible aux choses qui peuvent arriver. Et essayer comme ça de laisser rentrer des choses qu'on n'aurait pas laissé rentrer, Mhm. suivre des pistes qu'on n'aurait pas suivies, et en fait se balader et réfléchir un petit peu au hasard des Mhm. rencontres. Laisser une place pour ça. Il appelle ça la disponibilité. Ok. Et en fait, c'est une très belle compétence et je me rends Ouais. compte que je l'utilise beaucoup parce que pour pouvoir régulièrement trouver des idées de vidéos et surtout pour pouvoir être connecté aux tendances et pas juger les nouvelles tendances avec Mhm. un regard réactionnaire, c'est très important de se rendre disponible. Se rendre Mhm. disponible à des choses qu'on aurait eu tendance à se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette nouveauté débile?
se dire, mais non, mais suivons cette piste, Mhm. essayons de s'enthousiasmer pour ça. Mhm. C'est quelque chose qui vient aussi. Il y a beaucoup de philosophes qui utilisaient la marche. Je pense à Nietzsche qui a parcouru quasiment une bonne partie de l'Europe, plus Suisse, Italie, France, etc. Tu avais Montaigne aussi qui déambulait dans sa bibliothèque. Et même chez Aristote, les péripapées, qui du coup déambulaient comme ça. Donc il y a vraiment quelque chose autour du corps en mouvement qui fait que c'est comme ça que peuvent naître les idées. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est d'être capable de les accueillir. Si ça se trouve, on peut les avoir, elles déambulent peut-être Ouais, autour de nous comme ça. Alors que finalement, selon le mood dans lequel on est, on peut justement ne pas réussir à les cueillir comme ça. D'où, du coup, ça reboucle avec le fait ce qu'on disait avant, du fameux sacro-saint mindset dont on a fortement décrié par moment. Et par rapport à ça, j'ai une question qui n'a rien à voir avec toutes les autres questions. Ce serait quoi pour toi une vie pleine de sens dans un monde apparemment absurde? j'essaie de pas me prendre la tête avec ça, Mhm. avec l'absurdité du monde. Mhm. Ça, je trouve que ce qui est absurde, c'est de vouloir donner un sens, un ordre, une direction. Mhm. Pour moi, une vie qui a du sens, c'est une vie qui est focalisée sur ce qu'on peut changer, sur ce sur quoi on a prise. Mhm. Donc, c'est notre santé, c'est notre relation aux autres, c'est notre travail, c'est notre environnement, toutes ces choses-là. Moi, ça a Mhm. beaucoup de sens. Et au-delà de ça, la transmission. Je trouve que Mhm. la transmission, c'est très important. Pour moi, c'est mon combat, hein. Mon combat, c'est d'essayer d'arracher un maximum de gens des bras de l'idéologie Mhm. pour en faire des acteurs. Ouais. Parce que les, l'idéologie, c'est quand même un peu toujours la même chose. C'est une béquille qu'on tend à des gens qui n'ont pas de plan dans leur vie. Mhm. Et donc qui se disent, mais je sais pas par où commencer. Ah bah, tu sais pas par où commencer, mais c'est pas de ta faute. C'est parce qu'il y a des méchants et tu vas rejoindre Ouais. notre camp et on va combattre les méchants. Mhm. Donc la béquille, enfin l'idéologie, c'est la béquille de ceux qui n'ont pas de plan. Et moi, Mhm. le combat de ma vie, c'est d'essayer de ramener un maximum de ces gens-là et de leur dire, mais vous n'avez pas besoin d'ennemis. Mhm. Vous n'avez Ouais. pas besoin d'ennemis en fait. Vous pouvez grandir et vous pouvez focaliser sur les choses que vous aimez plutôt que sur les choses que vous détestez chez les autres. Et c'est comme ça que vous allez rendre votre environnement meilleur. C'est parce que vous allez partager plus des choses que vous trouvez utiles. Donc il y a plus de gens qui vont se les approprier. Donc vous allez comme ça créer un écosystème qui va être plus agréable. Donc pour moi, ça c'est ça qui a du sens, c'est ouais, de transmettre un maximum les choses qui nous plaisent, parce que quand on le fait, on contribue à créer un écosystème qui est plus agréable. Mhm. Et après, donc il y a cette transmission qui est un petit peu horizontale où je m'adresse à mes contemporains. Et après, bah, évidemment, c'est les enfants. Pour moi, c'est super important, être capable de leur donner un maximum de choses pour qu'ils puissent ouais, grandir et continuer d'apporter des choses au monde. Mhm. Dans ce que tu dis, il y a vraiment l'idée à la fois d'une transmission, mais aussi d'une transmission d'outils, de rendre les gens justement autonomes. Et, est-ce que, est-ce que des fois, tu as l'impression d'être un peu un artisan, au sens où l'artisan produit quelque chose dans le but d'être utilisé, là où justement, peut-être qu'on ne peut pas utiliser une idée. Enfin, si, on peut essayer de la transmettre, quoi que ce soit, mais je pense pas qu'une idée puisse être une compétence, là où justement, alors je suis occupé de réfléchir en même temps à ce que je dis, du coup, je pense pas qu'une idée puisse être une compétence, par contre, je pense que il peut peut-être transmettre une compétence dans le but de l'utiliser. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Hmm. ou... Alors, ouais, je me consacre tout à fait comme un artisan et la rhétorique, c'était les sophistes et Aristote considéraient ça comme un artisanat. Ils Mhm. le mettaient sur le même plan que ouais, le médecin, le navigateur, celui qui est capable de faire un tableau ou ce genre de choses. C'est sur le même plan. Alors, évidemment, il faut faire attention à ça parce que les artisans, ils sont labellisés. Et Ouais. donc, si on se présente comme artisan des mots, artisan du discours, Mhm. etc., si on met ça dans notre entreprise, on peut avoir des soucis. Pour ce qui est des idées, en fait, tu peux avoir moi, mon travail, c'est de créer des plans, c'est de Mhm. créer des chemins intellectuels qui permettent de faire émerger les idées.
Ouais. Et là, je me considère tout à fait comme un artisan dans le sens où Mhm. je bricole. Je bricole, en général, c'est avec différentes amorces de discours pour pouvoir permettre aux gens de produire ça. Et donc, je réfléchis à un plan, je l'utilise, et après, j'essaie de le transmettre et de donner du feedback aux gens qui l'utilisent. Donc, Mhm. on est tout à fait là-dedans. Il y a par exemple un plan de discours que j'aime assez bien pour justement essayer de créer des idées. Mhm. C'est de demander aux gens d'observer leur domaine d'expertise à la recherche de phénomènes émergents. Mhm. Donc vraiment se demander, tiens, mais qu'est-ce qui est en train d'émerger? Ouais. Donc l'armor, c'est depuis quelque temps, je vois apparaître. Ok. Et ensuite, c'est j'appelle ça, et là, on crée un concept. Ouais. Ok. Donc typiquement, moi, dans ma discipline, je vais observer qu'il y a de moins en moins cette situation où un orateur s'exprime dans une salle face à un public et qu'on est de plus en plus dans une volonté de créer des petits morceaux qui sont détachables et partageables. Et Mhm. donc, je vais appeler ça le passage du discours au discoup, par Ok, exemple. ouais. Mhm. Et donc, c'est vraiment cette idée de, quel que soit notre domaine, faire cet effort de observer un phénomène Mhm. émergent et de le conceptualiser. Parce que Mhm. le langage a toujours un peu de retard sur le monde, qui Ouais. évolue très vite avec les évolutions culturelles et technologiques. Et Mhm. donc, avec un petit plan comme ça, avec différentes amorces, on favorise la production d'idées. Et ça fait Mhm. partie, c'est un de mes, c'est partie de mon travail. Ce qui nécessite du coup aussi une forme de savoir-être pour justement accueillir du coup l'idée qu'il y ait ces nouvelles idées sans jugement, comme tu parlais précédemment, et une forme de sensibilité pour percevoir un petit peu ce changement. Je pense que s'il y a, pour être à l'aise un petit peu avec toutes les manifestations du monde qu'il y a dans notre environnement, il faut quand même essayer de nourrir cette forme de sensibilité pour pas y être hermétique, du coup. Alors, il y a ça, mais il y a l'expertise aussi. Oui, ça c'est sûr. Parce que en fait, on est continuellement en train de réinventer la roue si on ne s'est pas approprié un domaine du savoir. Ouais. Et on ne voit pas ce qui est émergent et ce qui est permanent si on connaît pas bien son domaine. Donc moi, pour Mhm. moi, ça, c'est la base. C'est la base de la production d'idées. Sinon, c'est des idées qui sont pas arrimées ou qui sont pas originales. Mhm. Donc vraiment bien connaître son domaine. Et après, effectivement, ouais, être très curieux Mhm. être très curieux, enfin, dans mon domaine qui est la rhétorique, moi, le fait que maintenant, dès qu'il y a une nouvelle plateforme et un nouveau réseau social, je sais que ça va donner lieu à de nouvelles formes Mhm. d'expression et, euh, et expression, ouais, mais même en termes de formules, de mots, enfin, il y a plein de formules qui émergent. Tu t'es pris un ratio, enfin, ça, c'est très nouveau, ce Ah genre ouais. de choses. Pour, c'est l'expression pour dire que quelqu'un a suscité plus de réactions négatives que de likes. Ok. C'est des expressions qu'on utilise maintenant et on va voir des politiciens l'utiliser. Je pense que dans pas longtemps, Mhm. on va voir sur les plateaux télé dire ah tiens, tu t'es pris un ratio, etc. Mhm. Donc il y a des technologies qui font émerger de nouveaux comportements, qui font Mhm. émerger de nouvelles pratiques et qui font naître de nouvelles expressions. Et moi, je suis attentif à ça. Mhm. Ça se fait partie de mon domaine. Je pense que chacun dans son domaine doit avoir vraiment le nez sur ce qui est permanent, sur le bagage avec lequel il part, mais également sur les petites nouveautés qui apparaissent. Mhm. Est-ce que du coup, il y a est-ce que tu l'inclus dans ton travail ou est-ce que des fois ça t'arrive d'avoir une forme de peur, du coup, une espèce de fameux FOMO, au sens où si tu fais pas de veille sur ton domaine d'expertise, tu peux vite, du coup, être dépassé. Ouais, mais pour moi, ça c'est chouette. Ouais. C'est très important d'avoir peur du FOMO. Mhm. Parce que quand on est expert dans un domaine, on n'est pas une victime des tendances. On Mhm. surfe dessus, c'est très Ouais. différent. Mhm. On essaie de voir et on essaie assez rapidement d'être capable d'avoir une manière d'expliquer ce qui s'est passé, de l'utiliser, de l'enseigner. Donc, je trouve ça très stimulant, moi, Mhm. d'être au cœur de ça. Ouais. Non, je comprends, en fait, c'est dès l'instant où ça fait partie de ta normalité ou ta réalité, comme on dit, il y a pas, on peut plus facilement être OK avec ça et pas du tout être à la recherche du coup de la dernière truc à la tendance, mais justement l'utiliser comme un artisan voit un petit peu ça comme une nouvelle matière à transformer pour en faire quelque chose d'autre. Mhm. Et est-ce que tu as une vision sur l'avenir du monde du travail?
pense que ça va être difficile de faire admettre aux gens qui doivent respecter des horaires, qui doivent respecter un espace, qui doivent... ça va être compliqué maintenant parce qu'on a tous vu que c'était possible de travailler de n'importe où. Mhm. Donc ça va être une chose. Je pense que les gens vont être sensibles au fait que le temps, c'est important. Mhm. Et il y a quelque chose de sidérant, en fait, quand on se dit, il y a des gens qui échangent leur temps contre de l'argent, Mhm. ils le monnaient mal, et c'est fou, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui, dans une journée, enfin, ils donnent 8 heures de leur vie à quelqu'un d'autre, en faisant des choses qui leur plaisent pas vraiment, Mhm. et il n'y a rien d'autre que le temps. Il y a rien qui est plus important que ça, on n'a que ça. Mhm. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont avoir ce déclic, Mhm. qui vont se dire non, mais en fait, le deal est pas bon. Ouais. Donc, très difficile je pense, d'être un manager aujourd'hui, quelqu'un qui doit maintenir un esprit de corps, de cohésion au sein d'une équipe, ça va être compliqué. Mhm. Et il y a de plus en plus de gens qui vont rechigner à faire des travaux assez peu sensés. Mhm. Je le vois avec mes propres clients, vu que je les accompagne dans le fait de trouver leur boulot fait pour eux. Il y a toujours ce discours-là de dire non, mais j'en peux plus j'ai l'impression de perdre mon temps. Des fois, je suis obligé d'être là alors que j'ai fini mon travail et je peux pas sortir, je peux pas m'occuper de mes enfants. Et il y a même des managers qui ont du mal à manager parce qu'ils se rendent bien compte qu'en fait, que ce qu'ils demandent à leur équipe est de plus en plus absurde. Mais est-ce que tu imagines du coup un monde plus où les patrons vont peut-être simplifier? Est-ce qu'il y aura plus de salariés entrepreneurs, des espèces de mix comme ça? Ou, du Mhm. coup, ou alors, est-ce qu'on reviendrait plutôt à une forme plus ancienne du monde du travail, où chacun œuvrait un petit peu à sa propre tâche? Ou Bah, les je pense deux. que la tendance, c'est la décentralisation. On va vers quelque chose de beaucoup plus décentralisé parce que avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses horizontales. Mhm. C'est beaucoup plus facile de s'associer de façon ponctuelle autour d'un projet. Et la création parfois de grandes entreprises avec des gens qui sont permanents, etc., je pense que ça va se justifier de moins en moins Mhm. dans de plus en plus de secteurs. Ça a posé d'autres problèmes, évidemment, ouais, je pense que c'est ça. Ça va être une décentralisation qui va être de plus en plus de plus en plus facilité, avec Mhm. de plus en plus d'outils qui le permettent. Et pour les travailleurs, il va falloir être, bah ouais, il va falloir être capable de bien gérer le fait d'être réactif, le fait d'être peut-être plus flexible, Mhm. le fait d'être capable de maîtriser une gamme de tâches et puis être plus organisé. Mhm. Voilà, ça va être très important d'être capable enfin, quand le patron saute ou quand le manager saute, ça veut dire qu'on doit intégrer la compétence. Mhm. Et est-ce que tu penses justement que ce qui est les IA, la robotisation, qui vont remplacer, à mon avis, progressivement pas mal de tâches que des gens n'ont pas forcément envie de faire? J'avais vu une vidéo qui s'appelait, elle date déjà, je crois, de 2015, Human Need Not Apply, qui montrait que n'importe quel type de boulot pouvait être fait ensuite par une IA. Et, du coup, moi, il y a une question que je me pose, c'est qu'on va peut-être revenir, enfin, c'est une de mes théories, qu'on va peut-être revenir au temps plutôt de Grèce antique et romantique où justement les citoyens ne travaillaient pas. Ils œuvraient plutôt à la cité. Il y avait vraiment la distinction entre le négoce et l'osium. Et là où justement les tâches que personne ne voulait faire étaient plutôt faites par des esclaves, est-ce que selon toi, peut-être qu'on pourrait se servir des IA pour faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire? Parce que je pense pas qu'on devienne, j'ai rien contre les hôtes et hôtesses de caisse, mais je pense pas qu'on devienne hôte et hôtesse de caisse par vocation. Je pense pas qu'on devienne je sais pas, préposé à l'entretien des espaces publics par vocation ou quoi que ce soit. Je pense que si c'était fait par un robot et que la personne pouvait faire ce qu'elle aimait vraiment faire, tout le monde serait content. Mais euh, comment t'imagines un petit peu cette cohabitation? Déjà, est-ce que tu imagines une forme de cohabitation entre IA et humain? Et si oui,
que faire des humains qui vont malheureusement ne servir à rien? Enfin, c'est très violent dit comme ça, mais au sens, bah, qu'est-ce que je fais maintenant, vu que mon boulot a été fait? J'ai vraiment du mal à réfléchir à l'échelle de la société. Moi, je peux réfléchir à l'échelle de ce que je fais. Je me suis beaucoup amusé récemment avec une IA qui est censée être une assistance à la création de contenu. Ok, Ça, c'est ouais. très concret en fait. Mhm, Là, on est dans mon domaine, et en fait, c'est assez marrant et ça me fait pas trop peur. Je me suis mhm, amusé en fait à faire écrire des plans de vidéo à une intelligence artificielle. mhm. Et en fait, c'est assez marrant, ça cale assez bien. Et donc, Ouais. ça me permet après de me focaliser sur la disposition. Et c'est assez rigolo. Donc, et c'est assez surprenant en fait de voir à Mhm, quel point, avec des instructions minimum en langage naturel, maintenant, une IA est capable de créer un texte. On peut lui demander de faire un top Là, c'était pour ma chaîne finance, donc c'est autre chose. mhm, Mais je pouvais lui demander de faire un top des actions à dividendes. Je pouvais lui demander de faire un top des erreurs à ne pas faire quand on commence en bourse, etc. Et mhm. ça marche bien, instruction en langage naturel minimum. Et Ouais. l'output, c'est un script de vidéo en langage naturel. Mhm, Super intéressant. Donc moi, ça, je pense que je vais de plus en plus, s'il y a des outils comme ça, effectivement, déléguer une partie de mon travail, mhm. mais seulement la partie du travail que j'ai pas envie de faire. Oui, bien sûr. Ou alors au début faire des duos, parce que c'est assez marrant en fait. C'est assez marrant de faire des vidéos où on interagit avec une IA Mhm, en disant, bah, regardez, la solution qu'elle a proposée, c'est ça. Ça m'a surpris tellement c'était intelligent. mhm. Ça, par contre, c'était aberrant, je ferais plutôt comme ça, etc. Donc ouais, il y a moyen de faire dans la création de contenu des cohabitations qui sont assez amusantes. L'autre chose, c'est que moi, pendant une partie de mes recherches, j'avais un nez là-dessus, sur le fait qu'effectivement, maintenant, c'est possible pour des intelligences artificielles d'écrire des romans, d'écrire des Mhm, poèmes, d'argumenter, tout à fait. Ils sont capables de faire ça avec un accès à une base de données bien plus importante que celle d'un humain. Et donc, ça m'est arrivé de me demander, tiens, mais est-ce que tu risques pas de devenir obsolète? mhm. Et en fait, je trouve que l'investissement permet de combler cette peur. C'est Ouais. que on peut se focaliser sur un domaine du savoir, faire all-in sur un domaine du savoir et essayer de devenir excellent là-dedans Mhm, et investir une partie de l'argent qu'on gagne pour que cet argent nous expose à d'autres aventures entrepreneuriales. Ça peut être le domaine de l'énergie, de l'IA, de la voiture autonome, enfin ce qu'on veut. mhm. Et ouais, je trouve que c'est assez rassurant d'avoir cette possibilité. Et donc, je pense que derrière ta question, il y avait un peu l'idée de est-ce qu'il ne faudrait pas compenser les jobs perdus par l'IA par quelque chose comme un salaire universel ou ce genre de choses. Et moi, je pense qu'il faut le conquérir, le salaire Mhm, universel. Et on peut tout à fait le conquérir d'une façon qui est beaucoup plus positive pour l'économie via de l'investissement. mhm, Faire all-in sur une compétence, devenir expert dedans et la monétiser, et investir le reste pour, au cas où notre compétence devient obsolète, ben, on peut mhm, vivre des investissements qu'on a récoltés. mhm. Ouais. Oui, j'avais anticipé du coup là-dessus parce que j'avais vu ton live avec Dany. Je sais plus si on dit Caligula ou Caligula, par contre. Mais C'est Cali. Quand on ok, dit ouais. Canigula, il aime pas parce qu'il croit qu'on se moque de lui et qu'on dit Canigou. Ah, ok. Non, j'avais vu ton live là-dessus et je connais ton positionnement là-dessus. Moi, j'en ai pas forcément. Effectivement, on peut avoir un revenu universel par l'investissement. Ça, c'est sûr. Et ce qui permet du coup aussi d'avoir une partie plus active dans notre investissement, là où si l'État nous donne, entre guillemets, quelque chose, il va forcément le prendre quelque part. Mhm. Et du coup, c'est dangereux aussi on en revient toujours au fait de remettre son destin à travers une pitié ou un oracle, et là, ce serait du coup l'État. Ouais, Euh, je pense qu'on deviendrait complètement fou si ouais, tout le monde était fonctionnaire de l'État. Parce que ouais, quand on voit la névrose que ça crée, le fait que l'État en France soit aussi présent dans autant de domaines, ça fait des gens mhm, qui sont tristes, qui souffrent. Parce que c'est une mhm, machine qui est tellement lourde. ouais, Et donc, il y a les prix qui augmentent de 10%, les salaires qui augmentent pas, etc. Donc, ça fait des gens qui souffrent terriblement. mhm, Donc, l'État, c'est vraiment un employeur nul. Et ouais, il faut faire très attention à ça. mhm, Plus on lui donne de place. Et puis, ouais, en fait, après, ça crée une dépendance. Une fois qu'on a créé une taxe, c'est très difficile de mhm, revenir en arrière. ouais,
Il y a des gens qu'il faut payer pour la collecter, et donc pour pouvoir combler les trous, on va devoir créer d'autres taxes, etc. C'est Mhm. sans fin. Et est-ce que tu as une forme de... T'as déjà imaginé une cité idéale ou pas? Ouais, bah oui, bien sûr. Pour moi, c'est une cité où chacun est capable de récolter directement les fruits de son travail, Mhm. avec moins d'intermédiaires et où les gens peuvent consacrer leur vie à devenir excellents dans un domaine Mhm. et à partager ça avec les autres. Ouais. Donc, vraiment cette idée on peut amorcer un raz-de-marée d'intelligence Mhm. si on est capable de se spécialiser, de grandir et de partager les résultats. Mhm. Ouais. Mais est-ce que je sais que moi, pour ma part, de plus en plus, je me sens plus girondin, au sens où il y aurait plus de cette centralité à Paris. Peut-être qu'il faudrait. Alors, c'est toujours des hypothèses et des discussions que j'ai avec des amis autour d'un verre. Il n'y a rien de très concret là-dedans, mais peut-être que vu qu'on est toutes les technologies de maintenant nous permettent de tout décentraliser. Peut-être que le fait de redonner un petit peu plus de pouvoir à des petites communes où il y aurait vraiment, ils pourraient même œuvrer eux-mêmes pour récolter le fruit de leur travail à l'échelle d'une petite collectivité. Peut-être que justement, là où Internet a vraiment rassemblé quelque chose comme ça, où il n'y a vraiment plus tellement de frontières, ni d'espace, ni de temps, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que ça permet à la fois d'avoir une influence internationale, mais dans une démarche presque plus collective. Je trouve ça assez aberrant qu'en 2022, on soit capable de faire ça, là où je peux très bien travailler avec des personnes à l'autre bout du monde, là où avant Internet, ou même avant la poste ou les chemins de fer, t'envoyais un courrier avec je sais pas comment dire, un messager et tu pouvais pas recevoir ta réponse tout de suite. Mhm. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Bah, c'était ça la vision de Facebook, hein. Ouais. On aime bien le critiquer, Mark Zuckerberg, mais son plan à la base, c'était... moi, j'ai grandi dans une petite ville de province, j'aimais pas le baseball, donc j'étais tout seul et j'étais le Hum, mec avec hum. qui personne voulait jouer. Et Ouais. j'ai créé Facebook pour permettre aux gens un peu bizarres et marginaux bah, de se connecter à d'autres gens bizarres et marginaux loin de chez eux. Mhm. C'était Hum, ça le projet à la base. hum. Donc après, ouais, c'est un modèle qui a des dérives, hein, parce que c'est un modèle communautaire. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va avoir tendance à s'enfermer de plus en plus avec des gens qui sont comme nous et donc risquer de s'isoler et Mhm. d'avoir de moins en moins la capacité d'accueillir quelque chose de radicalement différent. C'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est que cette tendance qu'on peut voir à la décentralisation, elle est combattue. Mhm. Elle est combattue par des gens très très puissants. Euh, la Chine et la Russie, ils sont pas fans de l'idée que des communautés transnationales se créent dans tous les Mhm. sens. Donc ça cohabite avec un retour d'État-nation beaucoup plus centralisé, beaucoup Mhm. plus. Donc c'est très difficile de savoir ce que ça va donner. Et c'est justement pour ça que j'essaie un maximum de ne pas avoir cette vision macro, parce Mhm. que j'ai très peu d'impact dessus, Ouais. et de me focaliser sur le niveau micro, où là, je peux avoir un impact énorme. Mhm. Et ouais. Non, clairement. Et est-ce que je sais pas si tu travailles ta vision à long terme, est-ce que tu as déjà un plan pour toi dans 10 ans? Est-ce que tu t'imagines enfin, où est-ce que tu seras dans 10 ans? Est-ce que c'est une question que tu te poses des fois? Alors, je dois avouer que j'ai pris de l'avance sur mon plan à 10 ans, là, parce que j'ai acheté une super baraque près de la mer. Ok, ouais. Donc, pour moi, c'était près de la mer, mais en hauteur, tu vois. J'ai quand même la vision à 10 ans, tu vois, même à 50 ans. On est changement climatique proof, là. Le, Ouais, moi, c'est l'indépendance qui m'intéresse. Donc, ça veut dire, là, donc, continuer à faire ce que j'aime. Donc, à savoir partager du contenu de formation, plus de masterclass live. Donc, à savoir plus d'interactions. Enfin, j'ai vraiment envie que ce soit concret. J'ai envie d'emmener un maximum de gens euh, dans ce mouvement de devenir plus indépendant, de devenir plus expert, de vivre bien de son expertise. Mhm. C'est une chose. Et l'autre chose, c'est tout ce qui est indépendance énergétique et alimentaire. Pour moi, Ok, ouais. là-dessus, j'ai beaucoup travaillé. Donc, tout ce qui est Mhm. panneaux solaires, jardinage, j'adore ça, le maraîchage.
faire Ouais. pousser ses légumes, ce genre de choses proches de la nature, tout ça tout ça c'est important pour moi. Donc honnêtement, en fait, si je me permets de dire ça, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de négativité au quotidien. Donc, je suis en train de réaliser mes rêves et je suis très content de ça, quoi. Mhm. J'ai l'impression d'avoir réussi. Donc, ma vie dans 10 ans, c'est ça, toujours un petit peu mieux. Mhm. Et ouais. Non, bah, je pense qu'il faut être content d'avoir pu réaliser ses rêves. Ce serait dommage de faire l'inverse. Et ce qui est marrant, c'est vraiment que dans tout ce que tu me dis, je remarque cette envie, alors non pas forcément de tout contrôler, mais plutôt vraiment qu'il y ait presque une force qui te pousse à de plus en plus être autonome, du coup. Ouais, c'est ça, c'est vraiment c'est l'arbitraire. Mm. Vraiment mon fil rouge, moi, c'est d'échapper à l'arbitraire. Ouais. C'est que ce soit pas possible qu'à un moment quelqu'un me dise, voilà, maintenant tu rends les clés, tu t'en vas, maintenant tu rends ton tablier, tu t'en Mhm. vas, maintenant on arrête la fête, etc. En fait, quand on a une passion, on a envie de pouvoir la parcourir jusqu'au bout. Ouais. Moi, c'était ça les peurs que j'avais quand j'étais chercheur à l'université. C'était un jour, tu n'auras plus d'élèves en face de toi Mm. parce que tu n'auras peut-être pas le poste pour être professeur. Un jour, tu pourras plus être dans ton bureau à faire de la recherche parce que tu n'auras plus de salaire pour le faire. Et Mhm. donc, avoir été capable de continuer à donner cours sur YouTube, de continuer à pouvoir chercher parce que je me finance moi-même, c'est vraiment ça l'objectif. Mhm. C'est qu'on me dise pas, non, tu travailles plus sur ce que t'aimes parce qu'on ne paye plus Mhm. pour pouvoir le faire. Et donc, dans tous les domaines de ma vie, c'est ça. J'ai envie que personne puisse m'arrêter de faire ce que je trouve juste et utile. Mais du coup, est-ce que t'as pas peur du coup d'être plus enfermé du coup vraiment dans un petit système autarcique et plus forcément, enfin remarque non, parce que en fait, j'imagine qu'il y a plus le côté un peu autarcique que tu peux avoir avec ta famille, tes enfants, ton marché, ton jardin, etc. Mais toujours cette envie de transmettre mais de transmettre la capacité de vivre un petit peu ce que tu vis. Ouais, pour moi, c'est ça le point, c'est que c'est pouvoir avoir cette indépendance autour de ce qui est vraiment notre côté intime, Mhm. que personne ne puisse empiéter sur le côté intime et qu'on puisse s'associer régulièrement avec des gens qu'on apprécie et qui nous apprécient pour accomplir des choses plus importantes. Pour moi, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, il y a des discours qui me font un petit peu peur, hein. Tous les discours autour de il faut tout collectiviser. Ouais. Euh, on va la citer, mais par exemple, Sandrine Rousseau, avec tout, il faut tout partager. Voilà, il faut que les Mhm. maisons soient partagées, que les jardins soient partagés, que les voitures soient partagées. Alors, c'est sympathique, mais j'ai quand même l'impression que c'est le discours de quelqu'un qui n'a pas été capable de fonder une famille. Peut-être, ouais. Mhm. C'est le discours de quelqu'un qui n'a pas été capable de Mhm. créer ce cocon autour de son intimité et qui voudrait forcer tout le monde à faire une coloc et une colo toute sa vie. Mhm. Ouais, bah c'est possible. Faudrait voir un petit peu, enfin, il faudrait voir un petit peu le parcours de cette dame pour voir ça. Mais le, le- pour moi, c'est marrant. Alors, soit c'est moi qui suis un petit peu trop bon élève et qui ai trop appris mes cours d'histoire géo de l'URSS quand on collectivisait tout. Mais effectivement, je pense que je vois pas comment, en tant qu'humain, enfin, j'ai l'impression que en tant qu'humain, on a forcément envie de faire société, de s'allier ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'on a tous besoin d'une forme de non, ça c'est à moi, ça c'est chez moi, etc. Et que vouloir absolument que tout soit à tout, ça veut dire que comment, enfin, c'est la question de la propriété. Alors, du coup, qu'est-ce qui est à toi? Mm. Il y a, Bah, pour moi, ouais, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans l'anthropologie. Les gens ont toujours voulu avoir un petit territoire, une petite terre, Mm, une petite clôture autour, pas forcément une muraille, quoi, mais mm, juste signifier, bah voilà, ça c'est à moi, et puis des fois vous venez chez mm. Ouais. moi, on s'entend, je vous invite à dîner, Mhm, etc. Je pense que c'est vraiment très important pour un humain d'avoir cette sphère intime. Et mhm. je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à la construire Ouais. et qui n'ont pas grandi Mhm, et qui sont pas devenus autonomes.
Mm. Et au bout d'un moment, bah voilà, il y a un âge où ils veulent faire une soirée, et puis il y a leurs copains qui leur disent, mais non, et moi je suis avec les enfants, etc. Mhm. Et Sandrine Rousseau a envie de forcer les autres à venir à sa soirée, mais on viendra pas, Sandrine. On peut s'allier de temps en temps, si tu veux, Mhm. on peut faire société ensemble, aller à un Mhm. festival ensemble, mais après on rentre chez nous, quoi. Tu vas avec Ouais. ton homme déconstruit et tu nous laisses tranquille. Mais ouais, c'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'il y a des formes de frustration chez certaines personnes qui veulent à tout prix que les gens soient comme eux. Il y avait ça, alors pour le coup, chez Hegel, qui apparemment était une personne très névrosée, qui était parce que, alors il faudrait que je revoie un petit peu mon histoire de la philo, mais il me semble qu'avant Hegel, il n'y avait pas ce côté de dissertation en trois parties, qui sont eux-mêmes divisés en trois parties, qui sont cette fameuse thèse, antithèse, synthèse, etc. Et il me semble que Hegel était extrêmement névrosé et que du coup, il a voulu asseoir, alors, s'il y a des historiens de la philo qui écoutent, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont dire que j'ai n'importe quoi. Mais il me semble qu'il a voulu imposer en fait une forme de névrose dans l'académie de philosophie. Et il y a plein de personnes qui ont du pouvoir comme ça, qui du coup ont leurs propres problèmes psychologiques, qui le transmettent et imposent un petit peu aux autres euh, comment dire, d'embrasser leurs propres problèmes. C'est Et très onfrésien ce que tu nous dis. oui, c'est vrai. C'est le grand délire d'Onfray de relire les grands auteurs à travers Ouais. leur psychologie Ah oui, complètement. et leur Mais vie. c'est pour ça, peut-être que je dis n'importe quoi. Non, Mais mais Hegel, personne sait. ouais. Personne sait, voilà. Tu peux travailler toute ta vie sur Hegel et t'engueuler avec quelqu'un qui a travaillé toute sa vie sur Hegel. Donc, voilà, on le respecte. Mhm. C'est un Ah oui, ça c'est monument clair. L'un n'empêche pas imperçable. l'autre. Mais du coup, tu penses pas du coup que alors, en dehors de la philo, vraiment que chaque entreprise que quelqu'un fait, pas forcément un business ou quoi que ce soit, mais n'est pas un peu le reflet de son existence. Si, indéniablement. Ouais, Indéniablement. Et c'est pour ça que je me méfie des systèmes. ouais. C'est pour ça que je me méfie des systèmes, des grandes théories du monde et des idéologies, parce que ouais, je considère que les humains sont quand même assez uniques. On est Mhm, des animaux, évidemment, et on se raconte beaucoup de choses sur notre unicité, mais il y a quand même quelque chose qui fait on a une histoire, on a un terreau, on a un mhm, parcours, on a une alchimie de valeurs, etc. Et moins on essaie de plaquer ça pour essayer de forcer les gens à rentrer dedans, mieux c'est. Et mhm, c'est très bien que les gens aient des sensibilités différentes, c'est ça qui rend le monde riche. mhm, Et donc, quand on est capable de passer de la confrontation à la conversation, les deux s'enrichissent. mhm. Voilà. Et donc, faut y aller mollo, je pense, avec les systèmes, avec les projets pour le monde. Et Ouais. ça va. Oui, parce que tu peux avoir un énorme projet pour le monde, il faudrait que tout le monde soit d'accord, et ça me semble très peu probable. On se calme, Vlad. Mm. Il me reste trois petites questions à te poser. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller, en plus du tien? Ouais, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup enthousiasmé récemment. D'ailleurs, il s'essaie souvent à la philosophie. T'as lu La Horde du Contrevent? Ouais, C'est vachement bien, hein. de Damasio, hein, c'est ça? Ouais, Ouais. Oui, oui, carrément. Ah oui, et il a fait une BD, je crois, là-dessus. ouais, il y a la bande dessinée, Ouais. c'est pas mal. D'ailleurs, c'est pas la même histoire, hein, la bande dessinée, Ah ok. je suis en train de la lire. Donc, faut le lire, en fait, parce que déjà, c'est un imaginaire qui est incroyable. Donc, c'est une planète qui est ravagée par le vent, et il y a une classe de citoyens dont le rôle est d'essayer de remonter, de contrer le vent pour essayer Mhm. d'atteindre l'origine du vent. Ouais. Et essayer d'améliorer comme ça la vie des autres pour comprendre bah voilà, d'où vient ce vent, comment on peut l'arrêter, etc. Le monde est incroyable, il y a un travail sur le vocabulaire qui est incroyable, et vers le milieu du livre, il y a une joute oratoire, un combat rhétorique qui est très intéressant, et c'est là qu'on sent que le mec maîtrise, hein, parce que Mhm. euh, ils se battent à coups de palindrome, à coups de... Enfin, c'est très très bien. Mhm. Allez voir ce livre, ça vous fera rêver. Mhm. Et j'en profite juste si tu aimes bien ce type de roman graphique. Je sais pas si tu connais Marc-Antoine Mathieu. Non. C'est un auteur de bande dessinée, mais qui utilise la bande dessinée comme objet un peu conceptuel. Il y a Mhm. toute une série qui s'appelle le Julius Corentin Hackefak, qui en fait est très kafkaïen, parce que Hackefak, c'est Kafka.
Et notamment, par exemple, c'est un personnage où ils sont au courant qu'ils sont des personnages de bande dessinée, et ils recherchent à un moment leur auteur. Et du coup, tu vois que le début de la couverture est déjà en fait une partie du livre qui est à lire. À un moment, il y a fourni des lunettes 3D pour pouvoir lire des choses qui ne sont pas lues, où il y a une autre BD, où il y a une case qui manque, et du coup, il y a une grande interrogation sur ce que c'est. Et je pense que ça peut te plaire si t'aimes bien ce style-là. Et est-ce que tu aurais un conseil à te donner à toi il y a 10, 20 ans, ou moins longtemps? Bah, il s'en est pas trop mal sorti. Et puis toutes les bêtises qu'il a faites, ça permet de grandir. Non, j'ai pas trop envie de réparer Mhm. ou de corriger le passé. Il a Ouais. fait ce qu'il a pu. Et Mhm. moi, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour faciliter la vie de mon moi dans 10 ans. Mhm. Ok, non, c'est aussi une forme de conseil. Et enfin, dernière petite question, est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui t'accompagne, une devise ou quelque chose comme ça? Bah, en fait, je change souvent Ouais. de mantra et de devises et j'aime bien créer Mhm. des mantras et des devises. Il y a 3 4 ans, moi, j'aimais bien on n'atteint pas la lumière dans l'ombre de quelqu'un. Ouais. Voilà. C'est de moi. J'adore créer des mantras et des devises. Mhm. Et aujourd'hui, ce serait l'idéologie et la béquille de ceux qui n'ont pas de plan. Mhm. Non, en plus, ça sonne bien. C'est un vrai talent, je trouve, de réussir à créer des punchlines. Enfin, des punchlines. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Il faut juste y accorder du temps. Ouais. Il faut y accorder du temps parce que Mhm. ça fait toute la différence dans un discours, en fait. Ouais. Quand on est capable comme ça de créer des formules, des Mhm. expressions, on apparaît comme une source de pensée de première main. Ouais. C'est beaucoup mieux que de. C'est pour ça qu'un de mes autres mantras, c'est ne cite pas, devient citable. Mhm. Carrément. Non, c'est un exercice de style qui te permet justement de marquer vraiment les esprits. Et ce qui peut être, enfin, je te le souhaite, en tout cas, ce qui serait stylé, c'est que quelqu'un te cite en disant, mais sans savoir que c'est toi. Ce serait drôle que tu rencontres quelqu'un qui te cite sans qu'il sache qu'il s'adresse à toi. Ah, mais il y a des plagieurs, il y a des copieurs qui me piquent Mhm. mes trucs. Mais c'est pas grave, j'en inventerai d'autres. Je leur donne. Ok, bah écoute Victor, j'en ai fini avec mes petites questions et cet épisode touche à sa fin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bon, non, c'était agréable. Ouais. J'aime bien comment tu poses les questions avec un mix de choses spontanées, de questions préparées. Donc, c'est une bonne trame, c'était agréable. Mhm. Ok, bah, je suis content que tu aies passé un bon moment, c'est le principal. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, sur YouTube, donc j'ai une première chaîne, vous allez taper Victor Fury, vous allez vous trouver. Et j'ai une deuxième chaîne qui est plus pratique, qui s'appelle l'Artisanat rhétorique. Ça, c'est peut-être là que vous pouvez me retrouver. Commencez par ça, si vous aimez Mhm. la rhétorique. Je vais pas vous envoyer vers j'ai un podcast et une chaîne finance, mais c'est peut-être pas votre trip, vous irez si vous voulez voir. Mhm. Ok, bah écoute, je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir, merci à tous. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appli de podcast préféré, ça m'aide énormément. Pour en savoir plus sur l'univers de mon invité, je vous ai mis ces liens en description, il suffit de cliquer dessus. Pour découvrir mon univers, me poser une question, me suggérer un invité, le plus simple c'est de me rejoindre sur LinkedIn ou Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Idem, je vous ai mis les liens en description. Sur ce, je vous laisse, à bientôt.